Notre invité dans la grande interview, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur du Cercle des économistes, président des rencontres d'Aix qui auront lieu cette année. 8, 9, 10 juillet, avec un très beau titre, très optimiste, qui n'est pas trop optimiste, et qui est « Réussir les changements du monde ». Ça ne va pas nous valoir le prix Nobel de littérature, mais le titre indique bien qu'il faut essayer de penser positif. Et en plus en présentiel. Donc ça, c'est quand même aussi une des grandes nouveautés. En présentiel et, grâce aussi à Boursorama, à la fois pour partir en distanciel, en direct également sur les réseaux et puis et en beaucoup sur les réseaux. vidéo. 250 000 personnes l'année dernière. 250 000. Bon, c'est pas mal pour une année de Covid, effectivement. Bon, on va en parler évidemment et on va surtout parler de ce cercle des économistes qui a matière à réfléchir dans ce contexte inflationniste. Là, ce chiffre encore de l'INSEE là, qui est tombé ce week-end, inflation en janvier 2,9%, déjà après une très belle hausse malheureuse en décembre. Est-ce que justement, inflation, c'est un peu le mot, le thème économique de cette année 2022 ? Non, sûrement pas. Sûrement pas, parce que ça, c'est un sujet qui est de très court terme, qui est au fond d'abord assez imprévisible. Personne n'a la queue d'une idée de savoir si dans un an il y aura de l'inflation ou non. Alors, il y a ceux qui disent que c'est une hausse des prix simple, liée notamment à un problème d'ajustement après une grande crise. D'autres qui pensent qu'il y a des mécanismes, le mécanisme inflationniste est en marche, c'est-à-dire cette espèce de course-poursuite entre les revenus, les salaires. Et c'est quoi votre avis? Parce qu'on nous disait effectivement, là c'était le goulot d'étranglement lié à la fin de la crise, et puis on voit que finalement ça dure un petit peu plus que prévu. Oui, enfin je veux dire 2,9%, ça pose un problème pour une partie de la population parce que il y a j'allais dire, des dépenses incompressibles, notamment celles de transport, donc d'essence, etc. Mais dans la réalité, de 2,9%, ce n'est pas le bouleversement du monde. Je rappelle toujours que quand Carter, vous vous souvenez le président Carter, celui des cacahuètes, cède la place à Reagan, celui du cinéma. Donc c'était deux personnalités assez caractéristiques. La hausse des prix aux États-Unis est d'environ 15%. Ouais. Donc on est sur des sujets majeurs, là, parce que 15%, comment ça s'arrête, etc. Je rappelle que pendant les 5 dernières années, nous avons regardé avec inquiétude les risques de déflation. Donc soyons raisonnables, cette affaire jusqu'à maintenant, ça fait partie des discussions normales. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat, mais ce n'est pas ça qui fait changer la face du monde. Donc si on vous écoute, vous êtes un petit peu de l'avis d'Olivier Blanchard, l'ex-chef économiste du FMI, qui disait ce week-end dans le JDD, l'inflation française, elle n'est pas dramatique, elle ne va pas rester encore à un niveau élevé encore très très longtemps finalement. Oui, moi je ne crois pas, parce que pour des raisons, alors, au fond de ce qu'est un processus inflationniste. Un processus inflationniste, c'est le fait que vous avez une tension sur le marché du travail qui pousse finalement à ce que, inlassablement, les salariés, à juste titre d'ailleurs, réclament des augmentations qui sont soit au minimum égales à la hausse des prix. Honnêtement, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes très fiers, à juste titre, de voir le taux de chômage baisser, mais il reste encore très important. Donc, on a encore plus de 5 mois. Oui. Quelques mois, effectivement, pour le voir venir. Est-ce que, justement, les chèques inflation, les chèques énergie, tout ça, ça a été un petit peu de nature aussi à amortir le ressenti de cette inflation? Est-ce que ça a eu un bénéfice quand même? Non, je crois que ça a eu c'est important, évidemment, en réel. Bien sûr. Vous parlez de ressenti, non. Le ressenti est vécu comme, j'allais dire, comme étant une période, j'allais dire, de baisse du pouvoir d'achat très importante, notamment pour les revenus les plus modestes. C'est comme ça que les gens le perçoivent. Et évidemment, tous ces chèques, il faut les inscrire dans une campagne présidentielle dans laquelle le quoi qu'il en coûte officiellement abandonné est évidemment maintenu. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a toujours pas de campagne économique et de débat économique dans la campagne présidentielle, tout simplement parce que personne, pas un seul candidat, y compris celui qui devrait se déclarer dans les jours qui viennent, notre président, ne sait à quel moment il va passer du quoi qu'il en coûte ou à la rigueur budgétaire ou à la remise en ordre des finances publiques. Parce que la rigueur, elle est inévitable après le mois d'avril 2022 ? Non, je pense simplement dans les mots. Il faut toujours, vous avez vous-même parlé de ressenti. Il faut voir que ce que notre comportement de consommateur, de salarié,
est déterminée par des ressentis qui sont souvent assez éloignés de la vérité, et que nos politiques économiques sont autant de mots que de divergences avec la réalité. Vous allez voir que le lendemain de l'élection présidentielle, la présidente ou le président déclara « Je suis en train de mettre en place dès à présent une trajectoire de réduction des dépenses publiques ». Tout ça, c'est évidemment ce sera des mots. Mais est-ce que malgré tout, c'est quand même le rôle de l'État, aujourd'hui, le rôle de nos gouvernants, d'intervenir, d'interagir un petit peu sur ces sujets-là et sur cette maîtrise, peut-être effectivement pas très élevée, mais sur cette maîtrise de l'inflation, en faisant justement ce type de chèque? Alors, on a compris que c'était peut-être un bon calcul politique, est-ce que c'est aussi un bon calcul économique? Non, c'est un bon calcul social, parce que la personne qui se déplace en voiture, qui a des revenus très faibles, d'ailleurs, j'aurais été beaucoup plus actif sur le sujet. Je pense que c'était le moment, alors là où, quoi qu'il en coûte, il fallait le mettre en application de manière plus forte. Moi, j'aurais joué sur les taxes publiques, qui sont quand même l'essentiel du coût de notre litre d'essence. Oui. Mais maintenant, sur le fond, économiquement, non, ça ne joue pas. Ce qui a joué, c'est l'ampleur du programme de quoi qu'il en coûte, qui évidemment a été très bien mené d'ailleurs. Le PGE, tout ça a été bien fait. Hein. Ce qui est très difficile, c'est comment on en sort et à quel moment on en sort. Et ça, objectivement, aucun de nos candidats n'a une idée précise de ce qu'il peut faire. Bon, on va dire un petit mot également de la BCE, nos banques centrales, avec une BCE sur ce sujet de l'inflation qui est assez attentiste, qui ne s'énerve pas, contrairement peut-être à la Banque d'Angleterre, aux annonces de la Fed. Est-ce que c'est une bonne stratégie en Europe de dire pour l'instant, on va continuer encore un petit peu? Alors on entend des rumeurs, des bruits de ça et là, mais il n'y a pas une position très claire pour l'instant. Non, mais la Banque centrale européenne, je trouve, se débrouille bien. Elle gère bien cette affaire? Elle ne peut pas faire autrement. Je veux dire, personne aujourd'hui... Je ne sais pas si vous vous souvenez que le reproche qui a été fait à l'Europe a été fait pour la Banque centrale européenne, parce que vous avez votre crise de 2008, 2009, 2010, on commence à peine à en sortir. La Fed, la Federal Reserve, a mis en place le quantitative easing, donc est déjà totalement, je veux dire, sur des registres nouveaux, intelligents, etc. Et nous, en 2011, qu'est-ce qu'on fait ? On hausse les taux d'intérêt de 0,25. C'est une erreur en juillet ou en août. En juillet, une erreur formidable qui mérite vraisemblablement d'être utilisée par tous les textbooks dans les 20 ans qui viennent. Donc elle est prudente. Évidemment qu'ils ont raison d'être prudente. Personne ne sait ce qui va se passer. Vous avez quand même un certain nombre d'économistes qui disent à 3% d'inflation, on doit arrêter l'argent gratuit. C'est plus possible. On n'est plus dans la même situation. Bah écoutez, j'ai des économistes plus ou moins de bonne qualité et je vous laisse le soin d'apprécier la qualité. Je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de se sortir d'une crise. C'est toujours très difficile de sortir d'une crise. Ceux qui ont travaillé sur les crises, et je fais partie des nombreux économistes qui ont regardé sur 2 siècles comment s'est passé les crises, les sorties en sont toujours difficiles. On a fait suffisamment de bêtises en 2011, 2010, 2011 en Europe pour ne pas recommencer la même chose. On a quand même eu un véritable choc de ralentissement lié à des décisions stupides prises sur un principe de rigueur très excessif et très inadapté. Bon, en attendant, pour lutter contre l'inflation, est-ce qu'il faut augmenter les salaires? C'est la question que posent un certain nombre de syndicats, bien sûr, aussi, qui agitent un petit peu les milieux d'affaires. Est-ce que c'est aujourd'hui une solution envisageable, une solution pérenne? Et est-ce que si on les augmente, on ne risque pas aussi, effectivement, d'alimenter un petit peu cette inflation? Alors, séparez bien le problème en deux. Il y a le très court terme, qui est celui de revendications, notamment de populations qui ont beaucoup souffert dans les lié au contexte immédiat. Voilà. Et puis, il y a la réalité qui est maintenant posée, qui est en gros la répartition salaire-profit dans une économie, j'allais dire, qui veut avoir de la croissance. Donc moi, je suis du camp de ceux qui veulent de la croissance. Croissance renouvelée, une croissance verte, une croissance, tout ce qu'on veut, mais de la croissance parce que le chômage, c'est quand même le pire des maux. Et donc, mot MAUX. MAUX. Et donc, là-dessus, il est clair, alors
J'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Réconcilier Keynes et Schumpeter. Il est clair qu'une partie du sujet n'est pas de bouleverser la répartition entre salaire et profit, mais il y a vraiment 3-4 points à faire bouger d'un côté et de l'autre. Le contre-exemple d'une économie qui n'arrive pas à s'en sortir parce qu'elle ne bouge pas, c'est les salaires, ou les fait même diminuer, c'est l'économie japonaise qui depuis 20 ans n'arrive pas à croître pour cette raison-là. Donc évidemment, l'homme le plus intelligent du XXe siècle, c'était Ford. Si vous voulez avoir un peu de croissance, il faut... mes voitures, ce sont mes ouvriers qui l'achètent. Donc il faut arriver à trouver un équilibre subtil entre offre et demande, et ce sera ça, j'allais dire, le sujet des années qui viennent. Mais est-ce qu'on n'est pas, malgré tout, à l'abri est-ce qu'on se met à l'abri en faisant ça d'un risque social? Est-ce que quand on voit les gilets jaunes qui reviennent, le convoi de la liberté notamment, est-ce qu'il y a quand même un sujet social derrière tout ça? Et vous voyez les 5 millions d'Américains qui ne reprennent pas leurs activités, tout simplement parce que leurs activités sont des activités jugées, mal rémunérées, et l'un dans l'autre, sans grand intérêt. Donc vous avez un problème social qui dépasse largement le cas français, qui est que pendant 30 ans, on a expliqué aux uns aux autres que ce qui comptait, c'était en gros le ruissellement, pour dire les choses comme elles sont, et que la réalité n'est pas le ruissellement, c'est-à-dire que tout vient d'en bas, c'est une espèce de mélange offre-demande qu'il faut rendre plus subtil, avec, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, des rémunérations pour un certain nombre de métiers qui sont insuffisantes. C'est sûr qu'on le voit sur des cas très particuliers, mais évidemment très symboliques. Les infirmières, les profs, les trucs, tout ce beau monde est très très mal payé, et c'est pas, j'allais dire, quelques modifications à la marge qui le régleront. Donc, si vous voulez, vous avez un vrai problème structurel pour éviter des crises sociales profondes et ingérables. Bon, quelques mots pour terminer, mais vous l'avez évoqué, effectivement, contexte électoral. Est-ce que sur ce sujet-là, à la fois de l'inflation, à la fois du renouvellement de la croissance, et puis sur toutes ces problématiques sociales sous-jacentes, est-ce qu'on a une réponse politique pour l'instant? Est-ce que dans la nuée de candidats, dans les quelques lignes qui se dégagent des programmes politiques, économiques pour l'instant, il y a des réponses que vous estimez être satisfaisantes? Non, bien sûr que non. C'est très faible. Et c'est très faible, pas du tout parce que les candidats sont faibles, je serais très prétentieux de ma part. C'est juste parce qu'ils sont confrontés à une situation qui d'abord est une situation de court terme. Donc, ils ont un saut quantique à faire entre le très court terme. Oui, je suis pour la réduction des dépenses publiques, mais oui, je suis pour le maintien d'activités, etc. Donc c'est quand même déjà très compliqué, et c'est compliqué pour tout le monde. Donc ils ne sont pas responsables de la complexité. Et là-dessus, comme je mets une petite couche de confiture sur je suis pour la croissance verte, la croissance inclusive, que chacun se sente bien, etc. Mais c'est très difficile. Ce ne sont pas du tout les candidats qui ne sont pas bons, ce sont une fois de plus très prétentieux. C'est juste qu'aujourd'hui, les économistes entre nous, je veux dire ma corporation, ne sont pas tellement meilleurs. Les économistes ne sont pas assez bons sur ces sujets-là? C'est très difficile. C'est comme un problème de maths dont vous n'avez pas, à un moment, vous butez sur la difficulté. Comment vous sortez, 1, d'une crise sanitaire, 2, d'une crise de tension entre l'offre et la demande, 3, d'une crise de la remise à des activités de travail qui ne se fera pas dans les mêmes conditions. Le télétravail a quand même changé massivement. 4, des crises, j'allais dire, géopolitiques absolument incontrôlables. Imaginez que l'Ukraine soit envahie. Vous avez le prix du pétrole qui passe de 90 à 150 en 2 heures de temps. Je dis ça avant qu'un spécialiste des marchés vienne expliquer que je ne suis pas sérieux. Et comment vous contrôlez ça? Peut-être que au-delà du fait que, mais comme beaucoup d'autres, enfin j'ai beaucoup travaillé à l'économie, mais l'expérience. Moi, j'ai vécu la crise pétrolière. Je sais à quel point tout ça est immaîtrisable à un moment. Donc, dedans, tout le monde est prudent. Et la prudence revient à dire je veux à la fois le noir, le blanc et le bonheur de l'humanité. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Un petit mot pour terminer, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui seront d'ailleurs au cœur des rencontres d'Aix en juillet prochain. La jeunesse, c'est
Une population qui a beaucoup souffert pendant la crise, qui aussi d'ailleurs un peu ramasse les pots cassés là, sur la reprise économique. Qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que finalement, effectivement aussi là dans le programme des candidats, on disait bon les candidats ils font ce qu'ils peuvent, est-ce que là ils peuvent faire des choses quand même? C'est le problème français parce qu'au fond il y a des signes positifs. Oui. Il y a des signes positifs de ces créations d'emplois, etc. Mais si l'on ne veut pas revenir à la croissance potentielle, la croissance naturelle française qui est quand même faible, 1%, on ne peut se reposer que sur notre avantage majeur, qui est le fait de disposer d'une jeunesse. Nous sommes le seul pays en Europe qui a un taux de natalité, enfin le seul grand pays qui ait un taux de natalité qui pousse à la croissance. La croissance, ça ne se fait pas avec des vieux comme moi, elle se fait avec des jeunes comme vous. Vous voyez, je suis aimable. Très aimable, je vous remercie. Et donc c'est là-dessus. Alors ça n'est pas au cœur des préoccupations, ça n'a pas été au cœur de la discussion. J'en prends juste un exemple. Il y a eu un débat sur les successions qui se font entre la 4e génération, on va dire 75, et la génération, la 3e génération, c'est-à-dire les 50. Et on n'a pas demandé l'avis des seuls qui en ont vraiment besoin. Parce qu'à 50 ans, vous avez déjà acquis en général votre logement. C'est les jeunes qui ont besoin de logement, de capacité de pouvoir poursuivre leurs études, de capacité de pouvoir lancer des entreprises. C'est comme ça qu'on fait de la croissance. Et ça, les jeunes, pour le moment, sont totalement absents. Et ça, le cercle des économistes et rencontres d'Aix, on est en train de lancer une opération absolument géante. C'est-à-dire qu'on va converser avec 400 000 ou 500 000 jeunes pour essayer de, je dis bien converser, pas de sondage, converser, qu'est-ce qui serait bien, etc. Et ce sera à la fois un appel à la réflexion de nos candidats, je crois que ce serait le 7 mars, et deuxième aspect, ce sera au cœur de la réflexion des rencontres économiques d'Aix-en-Provence le 8, 9, 10 juillet. Et on suivra ça, bien sûr, même si vous savez, la jeunesse, c'est aussi dans la tête, Jean-Hervé, heureusement. Merci pour moi. Je vous en prie. Jean-Hervé Lorenzi d'être venu nous voir, président des rencontres d'Aix et bien sûr fondateur du Cercle des économistes sur Boursorama.